De retour en plateau pour ma thèse en 180 secondes. Résumé, 4 années de travail de doctorat en une performance scénique de 180 secondes. Voilà la mission qui est confiée à 10 thésards de l'Université de Genève. Nous avons fait tout à l'heure la connaissance de 4 premiers candidats. Eh bien, voyons les 10 visages au total, les 10 candidats qui s'apprêtent à se dévoiler tout au long de la soirée. Vous pouvez désigner le ou la meilleure d'entre eux grâce au prix du public. Les 10, les voici. 4 premiers. 6 encore à venir et vous pouvez donc scanner ce QR code pour choisir qui mérite de remporter le prix du public, 500 francs à la clé. 5e thésard en lice, voici son portrait. Je m'appelle Akira Okubo et j'ai 30 ans. Je viens du Japon, de Nagasaki. J'ai travaillé sur les mitochondries et découvert des molécules qui sont essentielles pour le fonctionnement de mitochondries. Les gens croient qu'il n'y a qu'un seul ADN. Il y a un autre type d'ADN dans les mitochondries qu'on ne connaît pas bien le fonctionnement de ça. Donc c'est ce que je m'intéresse en fait. Ma passion, c'est de vraiment partager ma recherche avec tout le monde parce que c'est ce que j'ai vraiment travaillé pendant les années. Je suis toujours passionné par la vulgarisation de sciences. En fait, c'est ce que j'ai vraiment réalisé durant ma thèse. Précisément, j'aimerais vraiment être éditeur scientifique. Je pense que c'est important et quelque chose de significatif pour la société aussi. Je suis vraiment ravi de le partager avec vous. Quand j'étais petit, je demandais toujours à ma mère « Je viens d'où? Pourquoi c'est différent de mon frère ?» Malheureusement, elle ne m'a jamais donné d'explication satisfaisante. En grandissant, j'ai gardé ce mystère. Aujourd'hui, en tant que biologiste, je peux partiellement répondre à la question grâce à l'ADN. On appelle l'ADN la recette de la vie. On est tous différents parce que chacun a son propre ADN qui est unique. Vous pensez peut-être que nous avons qu'un seul type d'ADN. En fait, ce n'est pas vrai. Nous avons 2 types d'ADN différents dans nos cellules. L'ADN du noyau, qui est le principal, et également l'ADN mitochondrial. Mais pourquoi? C'est une jolie histoire de l'évolution de nos cellules. Il y a des milliards d'années, une cellule ancestrale a rencontré une bactérie et ils ont décidé de vivre ensemble. Ce mariage a été avantageux pour toutes les deux. La cellule abritait la petite bactérie qui en retour fournissait de l'énergie. Après ce si long mariage, étonnamment, elles sont toujours ensemble. Ce mariage est très spécial parce que la bactérie meurt sans son épouse et vice-versa. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas divorcer malheureusement. Aujourd'hui, la bactérie fait entièrement partie de la cellule et on l'appelle la mitochondrie. Parce que c'était une bactérie, la mitochondrie a son propre ADN. Cet ADN est essentiel car c'est la recette pour créer des mitochondries qui sont le fournisseur d'énergie de la cellule. Comme cet ADN travaille avec l'ADN du noyau, s'il est endommagé, la cellule meurt, le tissu ne fonctionne plus et on peut avoir des maladies graves qu'on appelle les maladies mitochondriales. Par exemple, la maladie de Parkinson. Cependant, ces maladies restent incurables et nous n'avons pas de traitement efficace parce que le fonctionnement de l'ADN mitochondrial n'est pas assez bien connu. Moi, grâce à des cellules humaines en culture, j'ai modifié l'ADN du noyau qui communique avec l'ADN mitochondrial et j'ai découvert des molécules qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de l'ADN mitochondrial, la production d'énergie et la bonne santé des cellules. Mon étude nous aidera à développer des médicaments pour traiter les maladies mitochondriales. Ainsi comme une mère et un père travaillant ensemble pour leur enfant, la communication entre l'ADN noyau et l'ADN mitochondrial est essentielle à la vie. Je suis convaincu que l'étude de l'ADN mitochondrial nous aidera à développer un jour à répondre à ma question d'enfance. Qui je suis et d'où je viens. Merci.
place à présent la candidate numéro 6. Je m'appelle Lucie Chauveau et j'ai 34 ans. Moi, je suis ingénieure en informatique. La thèse que j'ai faite, c'est un jeu vidéo qui est personnalisé avec des techniques d'intelligence artificielle pour aider les proches aidants des malades d'Alzheimer à mieux interagir avec le proche, avec le malade. La maladie se développe au hasard et n'importe qui du jour au lendemain peut devenir un proche aidant. Donc ce jeu vidéo en fait s'adresse aux personnes qui viennent d'apprendre la situation et qui n'ont aucune idée de comment y faire face en fait. Le jeu a été testé sur des personnes qui n'ont pas encore fait face à cette situation et qui n'ont pas encore les clés. Moi, mon but c'est pas de gagner, mon but c'est vraiment de vivre l'expérience et de faire une petite vidéo qui peut être sympathique pour expliquer ce que j'ai fait pendant ma thèse. J'espère que je suis le plus clair possible et que ça peut donner à des personnes l'envie de jouer à des jeux vidéo éducatifs. La proportion de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer augmente avec l'âge. Avant 80 ans, moins d'une personne sur 100 développe des symptômes de cette maladie. Avant 90 ans, une personne sur 5. Et après 90 ans, une personne sur 3 développe des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Souvent, la famille du malade, qu'on appelle le proche aidant, prend en charge la vie quotidienne de leur époux, épouse ou parents. Ils ne sont pas préparés à cette situation déstabilisante et stressante où l'on ne reconnaît plus son proche. Le travail de thèse a consisté à développer un jeu vidéo personnalisé pour aider les proches aidants des malades d'Alzheimer. Le but de ce jeu vidéo éducatif est de tester les techniques de communication du joueur, immergé dans le quotidien d'un proche aidant, pour qu'il puisse être en mesure de savoir s'il peut vivre avec un proche atteint de la maladie d'Alzheimer sans altérer sa propre santé. C'est un jeu personnalisé qui s'adapte à l'agencement particulier et à l'intensité des symptômes exprimés par le malade, ainsi qu'au style de communication du proche aidant. Dans ce jeu, on sélectionne des actions verbales comme demander, proposer, inciter ou encore supplier le malade pour l'amener à réaliser des activités de la vie quotidienne qui semblaient évidentes lorsqu'il ou elle était en bonne santé et qui relèvent d'une gageure maintenant. Quand Margaret Thatcher souffrait de troubles importants de la mémoire et en oubliait de manger, sa fille Carol aurait pu, grâce à ce jeu, apprendre des manières de communiquer adaptées à sa mère et ainsi mieux gérer la situation à laquelle elle devait faire face. Margaret Thatcher a assisté aux funérailles de Ronald Reagan, un vieil ami, lui aussi atteint de la maladie d'Alzheimer. De la même manière que Carol, Nancy aurait pu rentrer les caractéristiques de la maladie de Ronald dans le jeu et ainsi apprendre à mieux communiquer pour gérer les crises d'angoisse de son mari et ainsi vivre un isolement plus serein en sa compagnie. Ce jeu aurait pu permettre à Nancy et à son fils Ron d'apprendre ensemble, chez eux, dans un environnement familier, en jouant sur une tablette, à mieux communiquer avec un Ronald virtuel. La maladie d'Alzheimer comporte 7 symptômes qui peuvent s'exprimer indépendamment et à des intensités différentes. Chaque symptôme nécessite une stratégie de communication adaptée. Après chaque action du joueur, l'algorithme du jeu recalcule le score pour chaque action possible en fonction d'un ensemble de données psychologiques et informatiques et conserve 5 actions personnalisées à proposer aux joueurs. Chacun des choix du joueur a un impact sur l'évolution du jeu et chaque partie est unique. Chaque partie propose des manières de communiquer novatrices pour aider Carol, Nancy et Ron à vivre au mieux la maladie de leurs proches et ainsi à profiter de bons moments ensemble. On continue la série avec un prochain thésard qui nous présente sa thèse en 180 secondes. Je m'appelle Stefano Pollastri, je suis né à Rome, c'est là-bas que j'ai fait la plupart de mes études et après je suis venu ici à Genève pour faire un doctorat en volcanologie. On a étudié comment les cendres volcaniques vont se coller et vont s'agréger. On a fait des études sur le terrain
On est allé voir l'Etna, on est allé voir un volcan péruvien et on est allé aussi au Japon voir un volcan qui s'appelle Sakurajima et c'est là-bas qu'on a pris de très belles données. J'aime bien l'esprit de ce type de compétition et chaque fois qu'on peut vulgariser la science. Oui, c'est un concours et je joue pour gagner, mais je suis déjà très content de pouvoir participer. J'espère que vous allez kiffer ma présentation. On va parler des cendres volcaniques et si vous arrivez à tout comprendre et à tout suivre, et si vous aimez bien la présentation, bon, votez pour moi. À quel point ça vous manque de pouvoir vous rassembler. Malheureusement, on ne peut plus le faire de nos jours. Mais je connais des lieux où des rassemblements se produisent toujours. Ce sont des lieux sauvages, uniques. Je vous parle des nuages volcaniques. Bon, ce ne sont pas des humains qui se rassemblent, mais des particules de cendres qui se collent ensemble. Saviez-vous que la plupart des cendres qui jaillissent d'un volcan sont plus petites qu'un grand éléphant? Pour cette raison, ils voyagent très loin, surtout s'il y a du vent. C'est ce qu'il s'est passé en avril 2010, quand un volcan islandais est entré en éruption. Son nom était Eyjafjallajökull. Et pendant une semaine, il a dit stop à tous les avions qui survolaient l'Europe. Et nous, que peut-on faire quand un volcan libère des cendres dans l'atmosphère? On peut estimer quelle quantité reste de l'air. Mais ce n'est pas évident, car souvent les particules de cendres se rencontrent et des fois elles se collent. Quand elles le font, elles forment des petites boules qui généralement tombent plus vite au sol. Ces boules-là, on les appelle des agrégats. J'ai eu le privilège de les voir. Elles ressemblent à des flocons de neige, mais elles sont plutôt noires. Pour limiter les dégâts des éruptions, il faut donc répondre à cette question pratique. Comment se forment les agrégats volcaniques? C'est à cette question que j'ai consacré ce qui restait de ma jeunesse. Si ça vous intéresse, venez, on fait un voyage dans ma thèse en 3 images. Imaginez une personne très séduisante, dotée d'un charme électrique. C'est évident qu'elle a plus de chances de rencontrer des autres gens. De même, dans mon modèle théorique, j'ai pu constater à quel point un grand des cendres doté d'une forte charge électrique a plus de probabilités de rencontrer des autres grands. Maintenant, pensez à une personne proche que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Elle est finalement là et vous courez vers elle pour la serrer dans vos bras. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ensuite si vous courez trop vite? Il n'y aura pas moyen que vous arriviez à vous faire un câlin. C'est ce que j'ai vu dans le laboratoire. Si 2 particules aussi épaisses qu'un cheveu veulent se coller entre eux, il faut que la vitesse de collision soit plus basse que celle d'un escargot. Maintenant, je vous invite à regarder la silhouette à votre droite. Vous y voyez quoi? On pourrait jurer que c'est un couple qui s'embrasse, mais ça pourrait aussi bien être un monstre qui se déplace. Comment être sûr? Techniquement, on pourrait les découvrir en les séparant. Bon, heureusement, en réalité, on a besoin de séparer des particules, pas des gens. C'est justement ce que l'on a fait au Japon pendant une éruption. On était sous une pluie d'agrégats et pendant qu'ils tombaient, on les a séparés avec de l'électricité. Voilà donc, la prochaine fois que vous êtes attiré par une personne charismatique, que vous donnez un câlin ou un bisou romantique, souvenez-vous des cendres volcaniques et retenez qu'elles nous ressemblent, car si elles peuvent se rassembler, elles se rassemblent. Déjà, cette performance réalisée, 10 thésards en lice au total, leurs visages qui apparaissent à l'écran, désigner qui va remporter le prix du public doté de 500 francs. Eh bien, vous pouvez vous rendre sur la page unige.ch/MT180 ou scanner ce QR code avec le téléphone portable. Avant de découvrir les 3 derniers candidats en lice, eh bien, le plaisir de recevoir sur ce plateau Micheline Louis-Courvoisier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-rectrice de l'Université de Genève. Bonsoir, professeur. Jérôme Lacour, doyen de la Faculté des Sciences. Bonsoir. Bonsoir. Samuel Lagier, vous êtes docteur en neurosciences et puis vous avez coaché aussi les candidats
que nous avons vus et que nous allons voir encore. Bonsoir, bienvenue. Et Sarah Olivier qui est restée avec nous, ancienne lauréate du concours, qui est toujours donc avec nous. Micheline Louis Courvoisier, au-delà de l'exercice de style, pourquoi c'est important, eh bien, finalement, de démocratiser, de vulgariser ces thèses ? Mais je trouve que c'est très important, pas tellement de vulgariser, c'est pas forcément un terme que j'aime beaucoup, mais c'est de partager. C'est une partage de passion, on les a entendus tout à l'heure dans les capsules, ils sont passionnés par leur sujet, et quand on fait une thèse, il vaut mieux être passionné, parce que sinon c'est vraiment très difficile. Et je pense que ce côté passionnel, dans ce sens-là, est important à souligner. C'est pas seulement un transfert de connaissances, pas seulement un partage de savoir, mais il y a le partage de la curiosité et de l'enthousiasme. Ça, je trouve que c'est très important. On doit vraiment déconstruire, vous qui l'avez fait, Sarah, déconstruire le langage académique. C'est difficile, ça. Oui, c'est très difficile et je me souviens aussi que quand je composais le texte, parce qu'on commence par écrire d'abord le texte, il faut faire attention justement à des utilisations de certains termes qui nous semblent évidents et qui en réalité ne le sont pas du tout. Donc effectivement, ça demande un effort de se distancer un petit peu, de sortir de son sujet pour le vulgariser ou disons le partager. Alors pas tout le monde n'est enclin à faire cette démarche, Jérôme. Certains résistent un peu, certains puristes, non, de dire non, on va quand même pas réduire tout ça à 180 secondes. Non, je crois pas. En fait, de moins en moins. Et il y a un travail en fait quasiment quotidien du scientifique de devoir toujours expliquer effectivement son travail aux autres. Alors parfois à travers des publications très compliquées. Voilà, il faut apprendre à le faire, mais aussi surtout et de plus en plus à travers des formules de pitch. Voilà, on pitch de plus en plus parfois sa science, alors parfois par rapport à l'innovation, mais par rapport à des contenus scientifiques également. Non, je pense que c'est une formation qui devient de plus en plus essentielle. Et vous, d'ailleurs, vous n'avez pas attendu ce concours pour insuffler de la... Il ne faut pas dire vulgarisation, parce que la vice-rectrice va nous gronder, mais bon, de mettre un peu de simplification dans les écrits, dans les travaux. Oui, alors il y a différentes initiatives qui sont importantes. J'aimerais signaler le travail d'une personne qui est Massimo Kane en faculté des sciences, qui travaille depuis 7 ans sur un nouveau concept de journal, un journal de résumé scientifique qui s'appelle thesciencebreaker.org, si vous voulez consulter d'ailleurs ce journal. Et c'est un journal de résumé scientifique où les éditeurs et à la fois ceux, et en général les lecteurs, mais surtout les éditeurs, sont des doctorants eux-mêmes. Donc ils vont en fait recevoir en fait des articles écrits par des scientifiques, ils vont les éditer eux-mêmes et ils vont ensuite les publier. Et je crois il y a eu 500 articles, 250 ont été édités par en fait des doctorants de la faculté des sciences. Donc ce travail-là leur apprend aussi, bien sûr, le travail de vulgarisation. Et de transmission, c'est surtout ça qui est important, professeur, la transmission du savoir, montrer ce qu'on fait à l'intérieur des murs, parce que l'université, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, au fond. C'est exactement ça. La recherche appartient à tout le monde, le produit de la recherche. Le savoir est universel. Et donc, c'est une vitrine de la recherche fondamentale qui me semble vraiment très, très importante, parce qu'on le voit, 10 ans plus tard, on a beaucoup travaillé sur l'ARN messager sans bien savoir pourquoi. Et 20 ans plus tard, on a un vaccin au bon moment. Il faut le rappeler, ça. Et donc, il faut le montrer. Et j'aimerais juste ajouter une chose. On est une université généraliste. Et ce que j'aime tellement dans ce concours, c'est qu'on peut voir de la recherche qui se fait en faculté des sciences, faculté des lettres, toutes les facultés. Bon, c'est vous qui avez le plus de candidats, professeur. Cette année. Faculté des sciences. Vous les poussez, en fait. Vous les poussez beaucoup. Non, on ne les pousse pas du tout. C'est vraiment quelque chose de volontaire. Samuel Lagier, vous avez coaché ces candidats. Alors bon, il y a évidemment le fond qui est important parce qu'il faut quand même être assez irréprochable. Mais quelles clés on donne pour bien transmettre ce fond-là ? Alors c'est mon travail, une partie de mon travail, c'est d'aller trouver la personnalité, le caractère de chacun et de le magnifier un petit peu, de faire en sorte que la personnalité de chacun, la personnalité de chaque candidat ressorte, qu'ils arrivent, eux, à exprimer leur passion et vraiment la communiquer. J'aime beaucoup le terme de partage qui a été évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous motive vraiment à faire ça ? C'est totalement, je pense totalement masochiste, non, comme démarche. Oui et non, parce que moi, personnellement, c'est vrai que j'étais en 2e année de thèse, j'étais dans un moment où j'étais un petit peu perdue, j'avais de la peine à trouver un fil conducteur. Et moi, j'ai vu cette expérience comme le moyen à la fois de prendre de la distance par rapport à mon travail, mais pour mieux y revenir, finalement, pour revenir à ce qui en constitue l'essence, en fait.
Et donc oui, c'est masochiste parce qu'on ne se met pas forcément dans une situation très agréable de stress, etc. Et en même temps, ça apporte énormément de choses, tant sur le plan professionnel et de la recherche que personnel. Et comment on se prépare? Quel logiciel on enclenche pour, voilà, d'un coup, dire en 180 secondes, je dois résumer 4 années de travail, 4 années de ma vie, la fin de ma jeunesse, disait tout à l'heure Stéphano. Oui, c'était une belle expression. C'est compliqué, effectivement, il y a ces deux parties, il y a à la fois écrire le texte et puis ensuite le performer, enfin l'incarner. Et donc, ces deux parties qui sont compliquées, l'une et l'autre, effectivement. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est difficile, c'est que pour nous, ce qui peut nous paraître évident, parce qu'on a tellement le nez dans notre travail, n'est pas du tout évident pour le grand public, et c'est normal. Donc, il y a d'abord un travail qui se fait là, et puis ensuite, avec Samuel notamment, un travail sur la gestuelle, veiller à ce que les gestes ne polluent pas trop ce qu'on dit, et trouver le bon ton, etc. Est-ce qu'au final, ce n'est pas plus important de soutenir le fond avec une forme qui claque de manière générale, hein, vous qui êtes expert en communication? Les deux vont de pair. On ne peut pas se permettre d'avoir un discours qui ne serait que forme, qui ne serait que geste, que tonalité, que charisme. Il faut les deux. Et donc, il faut trouver la bonne balance. Et c'est vrai que les scientifiques sont assez peu formés à la communication. Sont des gens qui, pour un grand nombre, travaillent dans leur laboratoire et communiquent assez peu avec le grand public. Et donc, c'est un exercice pour beaucoup qui est pas évident parce que c'est un exercice qu'ils ne font pas souvent. Alors là, ils sont 10 en lice. On pourrait s'attendre à ce qu'ils soient beaucoup plus au départ, non? Avec un concours avec des centaines. Hein, l'université, c'est quand même des milliers d'étudiants. Seulement 10? Et c'est un engagement, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail et tous n'ont pas forcément envie. Et c'est un travail qui est conséquent et certains ne se voient pas de se lancer dans cette aventure-là parce que ça demande du travail. Ils ne voient pas comment il y a le stress de se retrouver devant un public ou devant une caméra et certains ne se voient pas de le faire. Et je le comprends. Est-ce que je peux ajouter? Oui, allez-y, professeur. Vous avez raison, ça commence à venir, hein, ça commence à entrer, c'est ce que Jérôme disait tout à l'heure, commence à accepter cet exercice, à être soutenu par les facultés. Ça, je pense que c'est fondamental. Si quelqu'un les retient, c'est trop difficile. Puis la dernière chose que j'aimerais dire, Sarah, vous avez utilisé un terme qui est fondamental, c'est d'incarner son propos, incarner sa recherche. Et nous, grâce à M. Lagier, mais grâce à des ateliers de théâtre, d'improvisation, de pose de voix, qu'on a dû interrompre cette année malheureusement, mais c'est une façon d'incarner son propos, sa thèse qui peut être perçue comme abstraite et qui ne l'est pas du tout. Merci beaucoup à tous les quatre. On va quand même savoir un peu ce qui se passe aussi du côté de l'Université de Genève. Il reste 3 thésards à écouter. On est très heureux en tout cas de diffuser ça sur la télévision. Normalement, c'est dans un auditoire, il y a du monde, mais à la télévision, il y a encore plus de monde. Donc on diffuse encore plus le savoir et on le simplifie, on le rend accessible à la rue. Qui sont les 3 derniers candidats en lice? Faisons la connaissance avec la 8e thésarde de la soirée. Je m'appelle Kenza Abouir et j'ai 25 ans. C'est une thèse en pharmacologie clinique, ce qui veut dire qu'en fait, on regarde l'effet des médicaments chez les patients. Ma thèse est à propos d'un médicament qui est contre la douleur, où j'essaye de voir pourquoi certaines personnes répondent mieux à cet antidouleur que d'autres et comment prédire la dose à donner à chacun d'entre eux. L'idée de thèse, durant les études déjà, elle était présente et puis en fait, elle est venue quand j'ai commencé à travailler en pharmacie parce que en fait, j'avais l'impression de ne plus apprendre assez au jour le jour. J'ai voulu faire ma thèse en 180 secondes parce que dans la vie de tous les jours, vu que j'ai affaire à des patients et que je dois les convaincre de participer à mon étude clinique, je dois leur expliquer en fait, avec les termes les plus simples possibles, en quoi ça consiste. Et donc, c'était très très semblable à ma thèse en 180 secondes. Le plus important, c'est que je sois fière de ce que j'ai fait et que je sois convaincue de ce que j'ai fait. Après, si je peux gagner, c'est un plus. Alors, votez pour moi. Imaginez-vous si demain, en plus de votre masque FFP2, je demandais à chacun d'entre vous d'ôter ses chaussures et de porter le temps de la journée des escarpins pointus, rouge pétant, de 12 cm de talons et en taille 38 pour toutes et pour tous.
le résultat en serait renversant. Et 3 cas de figure seraient possibles. Soit la chaussure vous va à merveille, soit elle est grande et vous risquez de vous tordre la cheville à un moment de la journée, soit votre pied frotte à enseigner et vous avez mal. Je suis pharmacienne et la paire de chaussures dont il est question au sein de ma thèse est une molécule contre la douleur du nom de tramadol. Je m'intéresse plus exactement à la protéine qui l'élimine, protéine produite par le foie et dont l'activité dépend très fortement d'un individu à l'autre. Et alors, me diriez-vous? Eh bien, cette variabilité explique pourquoi l'effet de cette antidouleur peut être différent d'un patient à l'autre. Tout comme la paire d'escarpins, il est d'usage aujourd'hui de donner la même dose à tout le monde. Résultat, chez certains, la dose convient, chez d'autres, elle est beaucoup trop grande et engendre des effets indésirables. Et pour les derniers, elle est beaucoup trop faible. Et devinez quoi? Ils ont mal. On sait que cette variabilité dépend d'une part de facteurs génétiques héréditaires et d'autre part de l'environnement de la personne, c'est-à-dire par exemple des autres médicaments qu'elle prend. Eh bien, figurez-vous que certains de mes patients prennent en plus du tramadol des médicaments contre la dépression, contre les troubles mentaux, contre les troubles cardiaques. Donc des médicaments qui sont très importants pour eux, mais qui apportent beaucoup de variabilité dans l'élimination du tramadol. Le but de ma thèse est d'évaluer chez 200 patients la proportion d'entre eux qui, à l'introduction du tramadol, vont développer un changement au niveau de son élimination, qu'il soit ou pas sous un autre médicament bloquant. Je suis en pleine recherche de mes patients et une fois tous trouvés, les données recueillies me permettront d'alimenter un modèle informatique qui me permettra de généraliser les résultats à un nombre plus grand et me permettra de personnaliser la dose de tramadol à donner à chacun d'entre vous en fonction de votre génétique et des autres médicaments si vous en prenez. Car oui, tout est question de personnalisation. Alors, maintenant que vous savez tout, j'aimerais juste récupérer ma paire d'escarpins. Et pour votre masque, on en parle plus tard. Déjà l'avant-dernier candidat de cette soirée, voici son portrait. Alors, je m'appelle Adrien Velchli, j'ai 29 ans. Je travaille sur la fabrication de matériaux artificiels qu'on appelle des supraconducteurs à base de plomb, cuivre, oxygène. C'est des matériaux qui conduisent l'électricité parfaitement. Tous les autres matériaux qu'on connaît, ils conduisent l'électricité bien, même très bien, mais il y a toujours des pertes sous forme de chaleur. Au fil de mes études, c'est un sujet que j'ai trouvé assez passionnant avec éventuellement de nombreuses applications pour le futur. J'aime bien la vulgarisation scientifique de manière générale, donc communiquer avec peut-être des mots un peu plus simples ce qu'on fait. Si je vous ai un petit peu, rien qu'un petit peu communiqué la passion qui m'anime pour ce travail et la passion et les applications qu'il pourrait y avoir pour les supraconducteurs, c'est peut-être une raison de voter pour moi. Vous avez déjà tous utilisé un PC, un aspirateur ou encore une simple ampoule. Mais avez-vous remarqué qu'il chauffe? Cette chaleur n'est pas toujours désirée. C'est donc de l'énergie perdue. C'est un problème important car tous les appareils électriques sont concernés. Bon ok, pas le grille-pain. Ces mêmes pertes sous forme de chaleur se produisent lors de la distribution de l'électricité. Ainsi en Suisse, l'électricité qui pourrait être utilisée par plus de 850 000 ménages est perdue avant même d'atteindre nos prises électriques, et donc avant même d'être utilisée. Il existe pourtant une solution, la supraconductivité. Dans un supra, l'électricité passe sans aucune perte. Tout ce qui est produit peut alors être utilisé.
Mais il y a un léger inconvénient. Actuellement, dans les meilleurs supras doivent être refroidis en dessous de moins 120 degrés pour conduire l'électricité parfaitement. On appelle cette température la température critique. Dans ma thèse, je cherche un moyen d'augmenter cette température afin de ne plus avoir à refroidir. Pour cela, je travaille à la fabrication de matériaux artificiels à l'aide d'une méthode que l'on appelle l'ablation à laser pulsé. Considérons le nouveau matériau à construire comme une tour de Lego multicolore. Les briques sont des atomes et les couleurs de ces briques représentent des matériaux différents. Je prends une pile de briques que j'éparpille sur ma surface de construction à l'aide d'un puissant laser. Puis, je prends une autre pile d'une autre couleur que j'éparpille sur la première couche. Et ainsi de suite, couche par couche, je construis mon nouveau matériau. Le projet est une idée un peu folle dans laquelle on souhaite déplacer seulement quelques atomes à l'intérieur de nos supras. Un peu comme si on voulait séparer 2 étages de notre tour pour laisser plus de place au courant électrique de passer et ainsi augmenter la température critique. Mais les briques doivent toujours pouvoir s'empiler. Et si on les sépare, elles ne tiennent plus ensemble. L'idée est donc d'appliquer une tension électrique afin de déplacer certains atomes à l'intérieur de nos structures sans avoir à séparer les étages. Augmenter la température critique est crucial, car en plus d'être très prometteuse pour l'économie d'énergie, la supraconductivité pourrait avoir de nombreuses applications, dans les transports, en informatique ou encore en médecine, sachant que les IRM utilisent déjà cette technologie. Bref, la supraconductivité à température ambiante sera une vraie révolution, même pour le grille-pain. Et c'est déjà la dernière personnalité qui va nous présenter sa thèse en 180 secondes, son portrait et sa performance. Je m'appelle Özlem, j'ai 26 ans. Le sujet de ma thèse est l'étude phytochimique des plantes du Niger contre la maladie de Chagas. Le but est d'isoler des molécules naturelles utilisées en médecine traditionnelle des plantes africaines et de trouver un nouveau remède plus efficace. C'est une maladie négligée et pouvoir trouver de nouveaux traitements et faire de la recherche dessus, c'est vraiment ce qui m'a attirée. J'ai voulu faire ma thèse en 180 secondes pour m'habituer à parler plus doucement, articuler et apprendre à vulgariser mon sujet, que mes proches puissent comprendre qu'est-ce que je fais en thèse. Je ne le fais pas forcément pour gagner, c'est plus vraiment pour pouvoir me dépasser, plus un challenge à moi-même. Mais oui, j'espère quand même que je gagnerai un petit prix. Les plantes, c'est vraiment une chasse au trésor. Et si vous voulez venir avec moi à la recherche de la pièce magique, venez et écoutez mon discours. Moi, je suis une plante africaine. Je m'appelle Cassia siberiana. Mais vous pouvez bien sûr m'appeler par mon beau surnom, Casse-Flûte. Depuis la nuit des temps, les populations locales m'utilisent pour se nourrir et se soigner. Mon ultime atout est ma capacité à tuer des parasites responsables de certaines maladies. L'une d'entre elles est la maladie de Chagas. Et c'est une maladie négligée par les hommes. Mais moi, je ne veux pas la délaisser. Ce que je sais, c'est que maladie négligée ne veut pas dire maladie rare. Plus de 7 millions de personnes sont touchées par la maladie de Chagas. Cette maladie tropicale sévit en Amérique du Sud et présente des symptômes graves tels que des troubles digestifs, de l'insuffisance cardiaque et des troubles neurologiques. Mais les médicaments existants ont de nombreux effets secondaires et une efficacité limitée. J'aimerais que les hommes exploitent mon potentiel afin de trouver un nouveau remède efficace, car je pense que je contiens une molécule qui peut être la pièce magique, celle qui guérit. Certains de mes amis contribuent à la moitié des médicaments mis sur le marché, mais moi, je ne suis utilisée qu'en médecine traditionnelle. J'ai plein de richesses à exploiter et la seule chose que les hommes ont à faire est d'isoler
et de tester les molécules que je produis. Mais l'homme, à travers ses laboratoires privés, s'intéresse plus aux bénéfices ou au chiffre d'affaires qu'aux maladies négligées. J'aimerais vraiment aider à soigner cette maladie. Mais comment réaliser mon rêve ? Eh bien moi, doctorante en pharmacie, j'ai entendu l'appel de Cassia Sibérana et d'autres plantes africaines. Mon objectif est de trouver la pièce magique. Et il s'avère que c'est une véritable chasse au trésor. Premièrement, chaque plante est considérée comme un coffre à trésor. Et deuxièmement, chacun de ces coffres contient de multitudes de pièces différentes. Dans mon laboratoire, je vérifie quelle plante est active contre le parasite de la maladie de Chagas. Autrement dit, quel coffre à trésor contient la pièce magique. Pour savoir dans quelle partie se trouve cette pièce, je fractionne la plante pour vérifier laquelle est active. De cette partie, j'isole toutes les pièces afin d'arriver à celle qui porte activité antiparasitaire. En réalité, cette chasse au trésor est donc bien une chasse aux molécules, afin de trouver celle qui permettra de lutter contre la maladie de Chagas, mais pas seulement. Les molécules isolées sont également testées contre d'autres maladies parasitaires négligées, telles que la leishmaniose et la maladie du sommeil. Et ainsi aider Cassia Sibérana à exprimer tout son potentiel. Ça y est, l'ensemble des thésards se sont présentés à vous. Il ne vous reste que quelques minutes, 2 minutes pour attribuer le prix du public. On découvre ces candidats. Vous pouvez scanner ce QR code qui va s'afficher dans quelques secondes. Ou alors vous vous rendez sans plus tarder sur unige.ch/MT180. Allez, quelques secondes avant la clôture des votes et la somme de 500 francs à la clé. Mais seul notre jury d'experts attribuera les places en finale, 3 places à pourvoir. Qui seront les grands gagnants de la soirée? La réponse dans quelques instants maintenant. Une partie du jury va nous rejoindre sur le plateau pour annoncer les vainqueurs. Nous serons en direct du Nid du Four avec Céline Argento pour recueillir les réactions à chaud des heureux élus. Ma thèse en 180 secondes, le moment de vérité dans quelques instants. À tout de suite.